Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission Partage ton expérience. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons dans le cadre de cette émission et surtout notre joie est grande parce que ce jour nous recevons quelqu'un qui est bien jeune mais qui est passé par des situations que vous ne pourrez imaginer. Et avec lui, nous allons avoir un moment de partage. Bienvenue, M. Séounou Rémi. Merci beaucoup. Nous sommes heureux de vous recevoir sur notre plateau. Merci bien. Vous êtes bien jeune, mais vous êtes passé par des situations qui peuvent édifier la foi de quelqu'un. Tout à fait. Parce que Dieu vous a tiré d'une situation à une situation meilleure aujourd'hui, si on peut le dire ainsi. Exactement. Alors, avec vous et avec nos téléspectateurs, nous allons partager donc l'expérience que vous avez vécue avec le Seigneur. Merci. Dans l'entretien préliminaire que nous avons eu, vous nous avez expliqué que vous êtes passé par un moment où vous avez connu la drogue. Exactement. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus? Ok, merci beaucoup. Je suis M. Séounou Rémi. Je travaille dans le domaine de la construction et l'entretien des piscines. Je suis marié et père de 2 enfants. Il faut le dire effectivement, comme tout enfant, je partais normalement à l'école et tout allait très bien. Mais malheureusement, il va y avoir un virage dans ma vie. Ce virage, je l'ai connu, c'était un soir, nous étions partis ensemble assister à une conférence, c'est une campagne d'évangélisation que faisait le missionnaire Renan Bonquet. Et à la sortie de cette campagne, nous partions à la maison. J'étais avec un oncle maternel et nous avons vu un groupe de jeunes. Ils étaient juste à côté d'une lagune, il y avait un cinéma là-bas, on appelle le cinéma Le Togo. Et il me demandait, est-ce que tu sais ce que ces jeunes-là faisaient là-bas? Curieuse question. Curieuse question. D'abord, il y a un des jeunes qui l'a salué. Donc, je dis non, je ne sais pas. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Il me dit, oui, effectivement, ces jeunes sont en train de vendre de la drogue comme cela. J'ai dit, de la drogue? Mais pourquoi la police ne les attrape pas? Il me dit, non, mais si moi je ne te parle pas, je ne te dis pas qu'ils vendent de la drogue, qu'est-ce que tu pourrais savoir? J'ai dit non. Je dis bon, d'accord, ok. Donc voilà comment est-ce que la curiosité va me venir et après, derrière lui, je vais aller et essayer par tous les moyens pour me procurer de cette substance et c'est parti comme cela. Et vous vous êtes lancé dans la consommation de la drogue. Exactement. Alors, comment est-ce que cela se passait concrètement? Donc, j'ai commencé, je prends la drogue, je vais. D'abord, la première fois même que je suis parti, j'avais eu peur de dire que je vais payer la drogue, puisque je ne sais pas comment il faut le faire et qui il faut demander. Et donc, je tournais autour du pot, disant non, je vais payer ça. On me dit quoi? Je dis non, je vais payer la chose là. Donc, il y avait une fille dans le groupe qui a dit non, je comprends, il veut le taffer. Il a dit un non comme ça. Donc, j'ai dit oui, c'est ça. Et c'est la drogue qu'on appelait le tafé? Exactement. Okay. Bon, c'est dans leur jargon. Donc, effectivement, j'ai donné de l'argent et ils me l'ont vendu. Et donc, j'ai commencé à fumer en cachette. Et j'ai fumé comme ça jusqu'à ce que je ne rentre dans une phase de dépendance. Wow. Où je ne peux plus passer la journée sans fumer la drogue. Ce n'était plus possible. Mais qu'est-ce que vous recherchiez quand vous êtes lancé dans cette consommation-là? Vous vous attendiez à quoi? Bon, d'abord, le jour où j'ai posé la question à mon oncle, j'ai dit, mais j'ai appris que la drogue, quand on la fume, on devient fou. Il m'a dit, mais écoute, non, la drogue, quand on la fume, on ne devient pas fou. Mais les grands stars que tu vois là, c'est la drogue qui fait qu'ils sont stars. Et quand tu fumes, tu deviens plus intelligent. Les gens qui font les grandes choses là, c'est la drogue qui les permet de faire cela. Donc, il y a la curiosité quelque part de voir qu'est-ce qui est bien derrière cette substance. Et voilà. Donc, je croyais aussi soit devenir star ou être plus intelligent. Et malheureusement, lorsque j'ai commencé, c'est le contraire. C'est-à-dire, j'étais très brillant à l'école. J'étais toujours parmi les premiers, j'étais premier souvent. Mais quand j'ai commencé à prendre la drogue, j'ai commencé maintenant à affaiblir. Je n'étais plus dans les meilleurs rangs. Donc, on voit déjà que la drogue commençait à agir sur ma personne. Justement. Mais les parents ne savaient pas. J'étais seul à savoir que j'avais déjà commencé quelque chose que je faisais toujours en cachette. Vous avez dit que vous étiez encore à l'école, alors que quand on parle de drogue, derrière, il faut de l'argent pour s'en procurer. Tout à fait. On connaît même des gens qui tuent pour avoir un peu de drogue. Alors vous, dans votre cas, comment est-ce que cela se
comment est-ce que vous arrivez à vous procurer la drogue là? Oui, il faut dire que j'aimais beaucoup travailler, j'aidais beaucoup ma maman. Donc malgré tout ce que je faisais, malgré que je fumais de la drogue, j'étais le plus présent à la maison. Parmi tous les enfants, moi j'étais toujours à côté. Et donc on a fixé un quota, si je remplissais les jarres, parce qu'elle préparait les pâtes qu'elle vendait. Donc, on n'avait pas l'eau directement. Donc, il faut aller puiser ça ailleurs pour venir. Donc, quand je remplissais une jarre, j'avais 100 francs. Wow. Donc, j'étais prêt à faire les travaux de maison. Donc, je ne manquais pas d'argent. Et il y avait les grosses marmites. Donc, quand je prépare dans une grosse marmite les pâtes, donc j'ai 100 francs. Donc, toutes les fois, je ne manquais pas de ces 200, de ces 100 francs. Bon, donc les autres frères aussi, mon grand frère aussi le faisait, mais lui, c'est quelques rares fois. Mais je suis toujours à la maison. C'est moi-même, je gérais même les affaires de ma maman avec elle. Donc, du coup, ma maman versait l'argent avec moi. Donc, j'étais le trésorier de la maison. Donc, constamment, je ne manquais pas d'argent. J'avais toujours de l'argent sur moi. Mais les 100 francs, les 200 francs que vous gagnez, est-ce que cela suffisait pour pouvoir satisfaire votre besoin de plus en plus croissant dans cette consommation de drogue-là? Effectivement, arrivé à un moment donné, ça ne pouvait pas suffire. Donc, il faut dire que je comprends pourquoi d'autres peuvent peut-être voler, ou quand le corps leur demandait, ils seraient obligés de voler ou bien de faire quoi que ce soit. Comme je l'avais dit, maman avait un projet. Elle avait déjà déposé de l'argent dans une agence de crédit, Comar Afrique. Et malheureusement, ceux-là ont escroqué ma maman. Et tout cet argent, on ne pouvait même plus le faire de crédit. Et elle-même, son argent, on ne pouvait plus lui donner. On avait pris des huissiers. Et lorsque finalement l'argent commençait à rentrer, elle dit non, elle ne peut plus aller déposer de l'argent quelque part. Donc on a fait un système de thésaurisation. Donc on a gardé l'argent à la maison dans le but d'aller payer un terrain. Donc j'avais, je crois, 490 000 de maman qui étaient avec moi. Donc si elle a besoin de 50 000, 100 000, elle me demandait, je lui donnais. Donc naturellement, tout ce qu'elle demandait, elle a toujours eu. Elle n'a jamais demandé de l'argent. J'ai dit non, l'argent n'est pas là. Donc elle ne pouvait pas s'inquiéter. Elle ne pouvait pas du tout s'inquiéter pour dire. Elle ne pouvait pas douter non plus. Et tout à fait. Et surtout que je suis toujours à la maison, je suis toujours là. On ne peut pas sentir que ce jeune homme avait en tout cas ce grave problème. Et c'était comme ça. Même mon grand frère qui était à Cotonou, lui aussi à un moment il est venu, il a déposé 200 000 francs avec moi. Donc bizarrement, je ne manquais pas d'argent. J'avais toujours de l'argent quelque part, mais l'argent, ça se creusait. Ça se creusait parce qu'il fallait satisfaire des besoins. Exactement, exactement. En drogue surtout. Oui. Au début, vous avez dit que le groupe de jeunes que vous avez vu, qui était attroupé, quand votre oncle vous a dit que c'était la drogue qu'ils étaient en train de commercialiser, vous êtes inquiété, pourquoi est-ce que la police n'intervient pas? Tout à fait. Alors, dans votre cas, vous êtes devenu un consommateur et vous nous aviez dit que vous êtes passé également par la prison. Exactement. Est-ce la drogue qui vous a conduit à cette prison? Ou alors, comment est-ce que les choses sont arrivées? Tout à fait. La drogue ne m'a pas conduit en prison. Il faut dire qu'un matin, j'étais là et c'est l'un des événements qui allait aussi changer ma vie. Et j'étais à la première année à FASEG, Faculté des sciences économiques de gestion, où je partais chaque matin. Très tôt, il faut être à la faculté. Je me suis réveillé ce matin-là, comme d'habitude, pour m'apprêter, pour aller au cours. Et j'attendais des voix. Genre, les voix qui couraient derrière un volet, un truc comme ça. Et ces voix que j'entendais au loin, et ça approchait de notre maison jusqu'à ce que les gens ont défoncé la porte de notre cour et sont rentrés dans la maison. Moi, je suis déjà sorti devant ma porte et je ne comprenais pas. Donc, les voisins, tout le monde est sorti. Mais qu'est-ce qui se passe? Plus de 200 à 300 personnes. La cour est remplie, même la devanture. Waouh! Et tout le monde demandait, mais qui est Rémi? Qui est Rémi? Je suis sorti, il y avait une paillote dans notre cour et j'étais arrivé au niveau de la paillote. Je leur ai dit, non, Rémi n'est pas là. Mais quel est le problème? Et pourtant, vous êtes Rémi. Rémi. Moi. Et au moment où je leur disais que mais je ne sais pas pour quelle raison vous cherchez Rémi, voilà un monsieur qui rentrait tout couvert du sang. On dit, voilà ce monsieur, ils sont allés voler quelque part et ce monsieur dit, c'est toi qui leur procures des armes. Donc vraiment, nous sommes venus prendre le cerveau. Il dit, quoi? Des armes? Le cerveau d'un gang? Oui. Et je ne pouvais pas tenir. J'ai commencé à crier
J'ai commencé à crier, au secours, au secours. J'ai dit, le remis en question, c'est moi. C'est parce que je ne sais pas pour quelle raison, vous cherchez, il y avait les gourdins, les gens avaient les trucs dans la main. Je ne peux pas comme ça vous dire, c'est moi. Je n'en ai aucune raison. Il dit, bon voilà, donc, le monsieur a cité ton nom. J'ai dit, non, je ne me reconnais pas dans ce que vous dites. Je ne l'ai même pas vu. Effectivement, ce monsieur, je le connais très bien. Je l'ai même commandé un travail parce qu'il faisait la sculpture. Et la veille même où cette histoire va arriver, il était là avec un autre monsieur qui est un géomètre. Et voilà, ils sont venus juste me demander de l'argent pour dire, mais tu as dit de te faire une sculpture, il faut donner quelque chose. Je dis, non, je n'ai pas de l'argent. Bon, si tu veux, prends les 250 francs. Après, quand j'aurai quelque chose, je vais te donner. La veille, effectivement, ils sont partis. Et ce monsieur, il a cité le nom de ce géomètre avec qui il était venu la veille et mon nom. Wow. Donc, naturellement, la grande chance que j'ai eue, si vraiment la foule devait mettre la main sur moi, c'est sûr que j'allais mourir parce qu'il faut voir tout ce monde. Oui. Mais dans le quartier, le commissaire central, celui qui dirigeait le commissariat central, c'est un voisin du quartier. Donc, comme la foule est passée devant sa cour, il a envoyé ses gardes d'aller voir ce qui se passe chez le voisin. Et quand ils sont venus, ils ont entendu parler des armes. Je ne sais pas si cela a fait 15 minutes. 2 cargos de CRS sont déjà présents. La compagnie républicaine de sécurité. Exactement. Donc, la question fuse par là. Monsieur, dis la vérité, où sont les armes? Où as-tu cassé les armes? J'ai dit non, je n'ai pas d'armes, je n'ai jamais utilisé d'armes. Tout ce qu'il dit sur moi, c'est du faux. Je n'en connais rien. Mais avec la drogue, vous n'aviez pas flirté quelque peu avec les armes? Jamais dans ma vie. Jamais. Et le jour-là même, je peux dire, malgré que je ne suis pas dans la bonne direction, Dieu avait eu pitié de moi. Parce qu'il y a un événement qui aurait pu encore aggraver la chose. Parce que dans la maison, là où j'habitais, on avait fait un plafond traditionnel. J'ai fait le plafond avec les pailles et j'ai mis les papiers peints pour essayer de décorer cela. Et il y a un endroit du plafond où j'avais caché de la drogue. J'avais mis ça dans un papier et c'était beaucoup. Waouh. Et quand eux étaient venus, ils ont pris les choses pour casser le plafond. Donc le plafond est tombé parce qu'ils recherchaient les armes. Sinon, je n'en connais rien. J'étais menotté, ils m'ont frappé tout couvert de sang. Donc, toute ma prière est que si cette drogue tombait, alors la situation s'aggrave. C'est clair, tout ce que je vais dire, ça ne peut que encore aggraver ma situation parce que tu dis non, mais voilà, on a vu la drogue dans ta maison, tu as caché et c'était beaucoup. Dieu merci, le plafond est tombé, mais exactement la partie où se trouvait la drogue était toujours restée là. Donc le plafond est tombé en pente. Et exactement là où j'ai caché la drogue n'est pas tombée. Le papier n'est pas tombé. J'étais encore dans la main de la police et j'ai fait signe à mon petit frère. Il dit bon, viens un peu, je vais te parler. Quand il est venu, je lui ai dit, ah vraiment, le moment est très dur, je ne peux pas tout expliquer. Mais va dans tel coin, tu vas trouver telle chose, pardon, prends ça, il faut brûler. Donc je lui ai montré où se trouvait la drogue parce que je ne voulais pas qu'ils retournent encore peut-être une seconde fois et forcément ils vont retrouver ça, ça serait un problème pour moi. Et ils ont fouillé dans toute la maison, dans toute la cour, ils sont rentrés dans toutes les chambres. Ils n'ont rien trouvé. Donc ils ont dit, bon ok, ils vont me prendre pour aller dans la maison où on a volé. Effectivement, nous sommes arrivés dans la maison. Et malheureusement pour moi, le propriétaire chez qui ils sont partis voler dit oui, lui là je le reconnais, il fait partie des voleurs. Et je ne comprenais pas. Vous connaissiez cet individu-là? Je ne le connais pas, c'est ma première fois de le voir. Même la maison, mais c'est ma première fois de rentrer là-bas. J'ai dit mais non monsieur, vous m'avez vu, j'ai porté quel habit? Il dit non, je t'ai vu, de toutes les façons je t'ai vu. J'ai dit non, ce n'est pas moi. J'ai tout dit c'est lui. Donc il commençait à parler parce que c'est quelqu'un du Nord, il a parlé en dialecte. Et certains CRS, bon, ils échangeaient sur les plats français. Il a tourné, il a pris la pierre sur laquelle on écrasait le piment. Oui. Il voulait casser ma tête avec. Wow. Donc tellement ils m'ont frappé, j'ai appelé un de leurs chefs. Je leur ai dit vraiment, vous savez combien de temps vous me frappez, regardez comment je suis. Si même vous avez menti que quelqu'un volait une voiture ou bien quelque chose, qu'on le met sur moi, je n'ai pas fait, mais j'allais dire oui.
mais vous dites les armes. Si je dis oui parce que vous allez me tuer, qu'est-ce que je veux vous montrer? Ou qu'est-ce que je peux vous montrer pour dire effectivement c'est ça? Donc faites attention parce que dans votre carrière, vous êtes en train de tuer un innocent. Je ne suis pas au courant de tout ce qui se passe. Et le géomètre qui était votre co-accusé? Justement, le géomètre, moi quand on m'a pris, ils sont allés dans la maison du géomètre. Et ils n'ont pas trouvé le géomètre, ils ont trouvé son grand frère. Et son grand frère, il dit, mais non, mon petit frère, il vient de partir au travail. Seulement, je ne sais pas où il allait faire son travail. Mais on était ensemble ce matin. Ils ont dit, non, ton petit frère a fui. Il dit, non, il n'a pas fui. Il dit, bon, ok, comme tu es sûr que ton petit frère n'a pas fui, alors il faut rentrer dans le camion. On va aller au commissariat central. Le soir, quand ton petit frère va venir, on va te libérer. Donc, il est rentré dans le camion. Bien, donc, on quittait maintenant la maison de la victime, s'il faut le dire ainsi, et on repartait maintenant au commissariat central. Chemin faisant, on trouve deux messieurs qui arrêtent les camions. Les deux, il y a un qui a escroqué l'autre pour affaire de passeport. Et donc, quand ils ont arrêté le camion, ils expliquaient leurs problèmes. Donc, ils ont dit non, nous, on n'a pas le temps pour vous écouter, parce qu'on a une mission spéciale. Rentrez dans le camion et arrivez au commissariat central, vous allez vous exprimer et on verra ce qu'il faut pour votre problème. Et quand ils étaient rentrés, il y a un des deux qui était géomètre et qui est supposé être au même lieu de travail que le petit frère de celui qu'on a mis dans le camion, parce qu'il est aussi géomètre. Et quand il est rentré, il dit, mais grand frère, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, mais non, voilà ce salaud-là, il indexait le voleur, qui est en train de mentir sur tout le monde. Voilà comment ils ont fait la vie de ce jeune homme. Il parlait de moi. Que même mon petit frère, il a dit que oui, mon petit frère est parti avec lui, ils sont allés voler. C'est là le monsieur dit, non, ton petit frère, je sais où il travaille. On devait tous ensemble être à ce chantier. Mais c'est parce que j'ai retrouvé ce monsieur qui a pris mon argent pour faire affaire de passeport depuis. C'est à cause de lui, je ne suis pas allé au chantier. Et quand il parlait, il y a un des agents de la police qui dit, donc, tu sais où travaille celui que nous cherchons? Il dit oui. Il dit, bon, ok, passe devant, donc d'aller à côté du chauffeur, il va nous amener au chantier. Et voilà comment on débarque sur le chantier, effectivement, et on trouve le géomètre. Ils avaient fini, il était en train d'enfiler leur décamètre quand on était arrivé. On l'a appelé, on dit, mais qui est M. Agboli? Il dit, c'est moi. Il dit, viens. Tu connais ce monsieur? Il dit, oui, je le connais. Il dit, bon, tu connais ce jeune homme? Il m'indexe. Il dit, oui, je le connais très bien. Il dit, bon, ok, il faut entrer. Ce monsieur dit que tu es parti cette nuit voler avec lui. Il dit, quoi? On dit, non, non, tu ne parles pas, il faut rentrer. Donc, sa chance, comme arrivé à un moment donné, on posait des questions au voleur. Mais tu as dit qu'il fait partie. Il dit, non. Mais tu n'as pas appelé son nom? Il dit, oui. Mais il fait partie? Il dit, non. Donc, c'est devenu... Il n'y avait plus de stabilité dans ses réponses. Non. Donc, on dit, bon, monsieur, rentrez. Donc, lui, on ne l'a plus menotté. Mais moi, j'étais toujours dans les menottes. Ils m'ont frappé, je peux dire, ils m'ont torturé. Parce que dans mes paumes, la paume de mes pieds, ils ont déchiré ça. Wow. Donc, je ne pouvais pas marcher, je faisais 4 pattes. Et donc, voilà comment est-ce qu'on quitte, on arrive au commissariat central. Et maintenant, c'est de là où vous êtes transféré à la prison de Lomé. Exactement. On est rentré, c'est le 13 novembre 1997. Et j'ai fait 8 jours là-bas. Et le 21 novembre, un vendredi, alors on nous défait à la prison. À la prison. Oui. Et vous arrivez dans cette grande prison de Lomé, oui, qui est réputée pour être l'une des prisons les plus sévères de l'Afrique de l'Ouest. Tout à fait. Alors, un jeune homme qui est encore sur les bancs de l'étude et puis qui se retrouve en prison. Oui. Quelle est votre vie là-bas? La prison, ma première fois de rentrer en prison, ça fait pitié. Parce que c'est un autre monde. Comme eux-mêmes le disent, c'est le 6e continent. Quand vous rentrez en prison, vous sentez que vous êtes ailleurs. Et la façon dont on nous accueille là-bas aussi, tu comprends que ce n'est pas ça. Ça fait vraiment pitié. Je suis rentré en prison et ils ont pris les noms, ils ont aussi leur service de sécurité, les prisonniers. Nous rentrons dans la salle pour faire l'enregistrement des noms et autres. Je sors, je n'ai plus mes chaussures. Je vais demander, on m'a giflé. Donc je n'ai plus le droit à poser de questions. Bon, on m'a conduit pour aller dans une des chambres des prévenus. Et je suis resté dans cette chambre. Ma grande chance en prison est que Dieu
me conduisait malgré tout. On était venus à deux, Oui. moi et puis le géomètre en géomètre, question. oui, On oui. était déférés tous ensemble. Lui, on l'a mis dans une autre chambre, moi aussi on m'a mis dans une autre. Au moment où je rentrais dans la chambre qu'on m'a mise, je vois un jeune homme qui sort. Ce jeune homme, je le connaissais au quartier. Lui, il avait une fois fait la prison. Lui, c'est un grand gangster. C'est un habitué. Oui. Mais bizarrement, tout ce monde n'a jamais su que moi, je fumais la drogue. Parce que je n'ai jamais fumé la drogue en public. Je ne l'ai jamais fumé en groupe. Je ne buvais pas en groupe non plus. Je faisais tout seul. C'est ça qui a solitaire. fait que... Exactement. C'est ça qui fait beaucoup n'ont pas eu un esprit vers moi pour dire, lui là, il fréquente tel ou tel groupe. Donc ce jeune homme, quand ils avaient fait la prison, celui que je disais, je l'ai vu tout de suite dans la prison, il était un haut gardé de la prison, avant qu'on ne le libère. Il était le CC, donc le chef de cour. Et après on l'a libéré, et un moment, nous on le voyait au quartier, puis finalement on ne le voit plus. Il était retourné en prison. Il était retourné en prison. Donc, comme il était retourné en prison, c'est vrai, il n'est plus CC, mais il a toujours son grade. C'est comme un grand type qui est revenu encore en prison, donc c'est un intouchable. Et quand il m'a vu, il a crié, il dit quoi? Docteur en prison? Parce qu'eux m'appellent docteur. Il dit docteur en prison? Je ne crois pas mes yeux. Donc immédiatement, c'était vers les 17h. Vers les 17h, le temps pour vous fermer, pour vous enfermer. Donc, il est allé voir rapidement le CB, le chef du bâtiment, de mon bâtiment où on m'a mis. Il dit, bon, lui là, c'est mon gars, donc traite-le bien. C'est fini. Donc, vous êtes arrivé en prison et par la grâce de Dieu, vous êtes tombé sous la coupole de quelqu'un qui avait quand même une autorité dans cette prison. Tout à fait, comme donc, le chef prison aussi. Ça facilite donc votre séjour là-bas. Vous y êtes resté combien de temps? J'ai fait pratiquement 4 mois et demi. 4 mois et demi. Je suis rentré le 21 novembre 1997, je suis sorti le 4 avril 1998. Alors, comment est-ce que vous en êtes sorti? Ma sortie, je peux dire, ça a été miraculeuse. Oui. Parce que j'ai écrit 4 à 5 fois au juge d'instruction pour essayer en tout cas de le supplier de voir mon cas. Mais il m'a quand même appelé au moins 2 fois. Je suis parti, mais il ne m'a jamais libéré. Mais seulement, la deuxième fois, il m'a dit, bon, vois tes parents, qu'ils payent une caution pour toi. Là, je vais te donner une liberté provisoire, tu vas continuer tes études, en attendant que l'enquête se fasse. Ma maman a payé 150 000, il restait 150 000. Et donc, c'était pendant les fêtes, et il y a une chorale qu'on appelait Grace Choir, chorale de la grâce. Donc, ils étaient venus, en tout cas, soulager un peu la souffrance des prisonniers en faisant des cadeaux. Et c'est quand les membres de cette chorale chantaient, je vois une dame, je peux dire une jeune dame qui pleurait. Et c'était la grande sœur de mon ami intime avec qui on a fait le primaire jusqu'à l'université. Elle s'appelait Anna, elle pleurait seulement. Donc quand ils ont fini la prestation, elle s'est approchée de moi. Et donc je vois une dame aussi qui est venue vers elle. Donc elle me présentait à la dame, elle dit, ah voilà mon frère que je t'ai dit, il est venu en prison, tout ça là. Donc la dame dit, bon, nous allons revenir te voir. Effectivement, 2 jours après, on m'appelle que j'avais eu visite. Je vais, c'est le staff de la chorale qui vient me voir. Ils étaient 4 personnes. Et quand je leur ai expliqué tout ce que je vis là-bas, ils m'ont dit, bon, maintenant, quelle est la situation? Je dis non, il me manque maintenant 150 000 pour avoir une liberté provisoire. Il dit, bon, Anna, demain passe me voir au bureau. Ce n'est pas à cause de 150 000, il va perdre son temps en prison ici. Donc de façon providentielle, vous retrouvez les 150 000 pour payer le reste de la caution. Tout à fait. Et vous sortez de la prison. C'est ça. Alors quand vous êtes sorti de prison, votre vie à l'extérieur? Ma vie à l'extérieur, quand je suis sorti le soir là avec ma maman, j'ai dit non, on va marcher. Je ne vais pas prendre au rond. Malgré que la distance, en tout cas c'est un peu long, mais j'ai demandé à maman si on peut marcher. Je voulais voir un peu les rues de Lomé. Et on a marché de la prison jusqu'à la maison. C'est comme du plateau, 2 plateaux. C'est un peu loin. Voilà. Et quand je suis arrivé de la prison, c'est là que va commencer encore un autre problème. Parce qu'à la prison, je vais me rendre compte que le temps que j'ai passé, les années où j'ai passé à fumer de la drogue, j'avais finalement le cancer. Wow. Et effectivement, les tumeurs avaient beaucoup pris de l'ampleur sur ma personne. Les douleurs sont intenables. J'avais extrêmement de douleurs. Quand ça poussait, même je sentais. C'est quand ça a fini de pousser
que la douleur diminue un peu. Mais quand il y a un nouveau coin du corps qui commençait à pousser encore, ça fait comme des boules. Donc, avant, si vous voyez, en bas de mes aisselles, c'est des grosses boules. En bas de mon cou ici, tout ça, c'est des grosses boules. Et je peux les palper, les attraper comme ça. Et ça me faisait extrêmement mal. Je sors de la prison avec cette douleur psychologique parce que je suis maintenant un malade. Oui. Je ne peux pas le dire à qui que ce soit. Parce que pour moi, dire cela à mes parents, c'est encore leur mettre une charge sur eux. Donc, je suis là dans le silence et je mourrai dans le silence. J'ai repris le chemin de l'école normalement. Mais malheureusement, un mois après, on m'a appelé à la faculté de venir prendre une lettre. Je vais, ce n'est pas une lettre, c'est une convocation. Donc mon plaignant allait se plaindre pour dire, mais pourquoi on m'a libéré? Que le juge ne devait pas me libérer. Bon, j'attends. Les gens m'ont dit, non, il ne faut pas te présenter. Si tu vas, ils vont te prendre. Effectivement, je ne suis pas parti. Au bout d'un mois, 3 semaines plus tard, deuxième convocation. Donc on m'a dit, mais si tu ne te présentes pas, si à la 3e convocation, ils peuvent te prendre n'importe où, à la maison, en chemin, au campus, ils vont te prendre partout. Donc, soit tu réponds, soit tu quittes le pays. Donc vous vous êtes présenté? Je me suis présenté, à l'insu des parents, parce que les parents m'ont donné conseil de ne pas aller, mais je suis parti, seul. Et comment ça s'est passé? Et le juge, il a été vraiment gentil. Quand il m'a vu, il m'a dit, ah, je t'ai libéré, c'est vrai, pour que tu continues tes études. Mais dans la vie, on ne peut pas tout comprendre. Le plaignant est venu à 2 reprises. Et si à la 3e fois, je lance une convocation, je suis obligé de te remettre en prison. Mais ce que je pense, toi-même, pour ta sécurité, si je ne te mets pas en prison, il peut prendre d'autres personnes et peuvent te battre. Justement. Donc pour ta sécurité, quitte le pays. Et c'est donc dans ces conditions que... Et il m'a dit, je ne t'ai rien dit. Et je comprends ce qu'il voulait me dire. Et c'est dans ces conditions que vous quittez votre pays pour aller à l'aventure. Et va commencer un autre pan de votre vie. Tout à fait. Nous allons avoir à nous retrouver très prochainement. Merci et certainement, beaucoup. Nous allons connaître la suite de votre histoire. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes toujours à notre émission Partage ton expérience et nous recevions pour le cadre de cette émission M. Sevenou Rémy avec qui nous avons échangé et nous espérons vous avoir avec nous très prochainement pour connaître l'aventure de cet homme avec qui nous sommes en train d'échanger. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous garde et à très bientôt.